Il est activiste politique, coordonnateur national de ONG Tribunal, article 53. Nous recevons aujourd'hui, j'allais dire aussi chef d'entreprise, Monsieur Kwisi Gira Philippe, dans cette autre édition de votre émission Le Ring. Monsieur Kwisi, bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être venu à moi. Ok, je vous prends rapidement à chaud, comme toujours, ça c'est la tradition ici. Ça fait 58 jours et ce matin que le président Paul Biya est absent. En tant qu'activiste politique, quel est votre regard? Oui, on est tous étonnés, on est tous surpris que quelqu'un soit absent de ses fonctions. Durant 58 jours, il n'y a pas de communiqué officiel, il n'y a pas de communication de la famille, et c'est normal que nous nous inquiétions de son absence. D'autant plus que le pays a beaucoup de chantiers, et c'est vraiment regrettable qu'on se moque autant du peuple. Oui, mais là, on est un peu perdu réellement pour la vacance présidentielle, parce que tantôt le ministre Grégoire Ona va dire que c'est un travailleur, il peut prendre ses congés. Et hier, le ministre Jean de Dieumomo, ministre délégué de la Justice, il peut même faire 10 ans hors du pays. Où est la vérité, en fait? Non, la vérité, c'est que juridiquement, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Donc, la dernière modification ont balayé ça. Donc, juridiquement, il n'y a pas de vacances de pouvoir. C'est pour ça qu'ils peuvent se gargariser comme ça. Mais de façon éthique, sur le plan moral, sur le plan du bien, est-ce que c'est bien de s'absenter 58 jours? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est mauvais d'être malade? En Guinée-Conakry, le président de la République a dit qu'il prenait des vacances. Il a dit où il allait, il a donné son trajet. Il allait en Grèce. Il allait en Grèce, voilà. Donc, pourquoi on nous mystifie? C'est normal que le président de la République soit malade. Il est malade, vous croyez? Bon, s'il n'est pas malade, c'est encore plus grave. De faire 58 jours à l'étranger, c'est encore plus grave. Donc, je pense que c'est la maladie qui le cloue là-bas. S'il n'est pas malade, c'est encore plus grave. Et on a vu quand même la première dame se déambuler tantôt à la finale de la Coupe du Monde et dans les rues de la Suisse. Oui, on l'a vu. Pour moi, c'est un peu indécent, mais je ne juge pas le comportement des uns et des autres. Oui, maintenant nous allons entrer dans la politique purement. Il y a quelques questions. Cabral Libby, vous le connaissez, parle dans son ouvrage du libéralisme communautaire, qui pose un réel problème aujourd'hui parce qu'il y a une haine une montée de la haine contre un peuple, le peuple bamileke. Et l'un des porteurs de ce message-là, c'est Abel Elibi Lobé. Est-ce que vous pensez vraiment que les Bamileke posent un problème pour le vivre ensemble au Cameroun, ou encore que ce sont des envahisseurs, comme on le dit? Bon, vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui passionne. Les Bamileke ne sont pas le problème parce qu'ils ne gèrent rien. Ils ne gèrent rien. La deuxième chose, envahisseurs, on a envahi qui? Qui envahit? Je pense que les Bamileke, là où ils sont... Douala, par exemple. Les Bamileke, là où ils sont, leur présence obéit à la Constitution. On est chacun chez lui au Cameroun. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les Bamileke qui sont établis le sont parce qu'ils ont acquis des terrains aux autochtones. Le troisième élément qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays du monde, les villes portuaires, les capitales attirent les populations. Attirent les populations. Donc, les gens ne viennent pas ici parce qu'ils aiment, parce qu'ils viennent travailler. Si on laisse Douala aux habitants de Douala, qu'est-ce qu'ils vont faire du port? Qu'est-ce qu'ils vont faire autour de toutes ces activités? Il y a besoin d'activités, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de brassage des hommes. Donc, et il n'y a pas que les Bamileke qui sont à Douala, il y a toutes les tribus qui sont ici à Douala. Donc, de mon point de vue, c'est monté de toutes pièces. C'est purement de la haine et de la rancœur. Parce que pendant qu'ils disent qu'on a envahi, les gens s'accaparent du pouvoir. Les gens se préparent à faire encore des années au pouvoir. C'est ceux qui ont le pouvoir qui discriminent, qui font le tribalisme. Ceux qui sont des citoyens comme les autres, on ne peut pas reprocher à certaines personnes d'avoir un certain dynamisme. Oui, je dis bien
nous allons rester là-dessus, sur ce problème de tribalisme au Cameroun. Nous parlons là du libéralisme communautaire qui voudrait dire que chaque tribu, avec ses forces et ses faiblesses, se développe chez soi. La question est, pour l'unité nationale, n'est-ce pas un problème? Bon, c'est un problème si ceux qui portaient le projet avaient un poids politique. C'est Cabral Libye. Oui, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui a beaucoup d'enthousiasme et qui, à mon avis, c'est quelqu'un qui travaille pour ses idées. Ça, c'est admirable. Maintenant, en politique, il y a ce qu'on appelle le poids politique. À la dernière élection présidentielle, les résultats qui sont biaisés ne me semblent pas indiquer qu'il avait un poids politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que son projet ne peut pas prospérer parce que aujourd'hui, le principe aujourd'hui dans le monde, c'est le brassage des hommes. Donc, toute politique qui va à l'encontre de cela est une politique vouée à l'échec. Donc, ça dit que au-delà du fait qu'on ne peut même pas voter une pareille loi, qu'on ne peut même pas... Mais toute politique qui circonscrit les limites des peuples, des sociétés, est vouée à l'échec. Le monde est en brassage permanent. Okay. Il y a une nouvelle expression qui est née, ou j'allais dire un nouveau mot, le littoral. L'expression le littoral au littoralien. Sauf que le maire de la ville, Bassadine, pense que pour construire le Cameroun, la ville de Douala ou le littoral, il faut le faire avec les Bamileke. Dernièrement, et vous-même l'aviez dit dans un post, les élites de l'Ouest ont organisé un très grand meeting pour dire merci au chef de l'État. Sauf que personne n'a dit mot sur le tribalisme ou le rejet dont est victime le peuple bamileke. Or, le code pénal camerounais condamne fermement le tribalisme. Comment réagissez-vous à ça? Oui, j'ai réagi sur ma page sur un article qui a fait plus de 100 000 lectures. Effectivement, les élites de l'Ouest se sont réunies et ils ont raté l'occasion, je peux dire, de se taire. Ça a été pour moi un crève-cœur que les élites s'associent et que personne n'a pensé dénoncer la bamifomie ambiante. Personne n'a dénoncé la qualité de la route Douala-Bafoussam. Alors, on dit généralement qu'il ne dit mot consent. Donc, c'est pour ça que nous, on les qualifie de premiers bamifos. Ce sont les gens qui n'aiment pas les bamileke, ils aiment leur argent. Parce que vous vous réunissez en tant qu'élite, vous mélangez les populations, vous parlez en leur nom, vous ne dites pas les souffrances et les obstacles que ces populations ont. C'est une incurie, c'est une imposture à mon sens. C'est pour ça que nous les qualifions de bamifos et ils sont totalement disqualifiés pour nous représenter. Donc, ils auraient dû aussi évoquer cette route, 240 km en 8 heures de temps, c'est plus qu'un exploit. La route de l'Ouest? La route de l'Ouest, Douala-Bafoussam, c'est plus qu'un exploit. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on mette des barricades en route, que les populations descendent dans la rue pour qu'ils comprennent? Non. C'est pas le problème du tribalisme, c'est qu'il faut reconnaître que ceux qui dirigent utilisent ça pour nous diviser, pour diriger plus longtemps. Et je pense que les gens ne cherchent pas à voir ce qui s'est passé ailleurs. J'ai été au Rwanda, le tribalisme n'est pas une bonne chose. Avec les Hutus et les Tutsis, voilà, ça a fait beaucoup de morts, le génocide rwandais. Exactement. Et là, vous rejoignez beaucoup d'élites. Par exemple, je vais citer Mami Nyanga, qui pense que les Camerounais sont paresseux, sont des comédiens, qui ne savent rien faire. Elle est sénatrice, d'ailleurs. Oui, bon, vous savez, on est dans un pays où les gens qui ont certaines positions sont très arrogants. Le peuple n'est pas paresseux. Le peuple est travailleur. Mais on est dans un système, vous voyez c'est un peu les impôts commencent à nous écraser. Donc pour créer une entreprise, c'est très compliqué, beaucoup c'est dans l'informel. Si les Camerounais n'étaient pas travailleurs, il y aurait la famine. Il y aurait la famine. Alors quand vous allez en zone rurale, vous voyez des plantains, des macabos, des patates, des prunes, des tomates qui sont là. Elle a tort de dire ça? Elle a tort de dire ça. Il faut juste canaliser les énergies, il faut organiser. Je vous prends un petit exemple. Si Bafoussam a un aéroport international, on va exporter de la nourriture.
C'est-à-dire les gens vont exporter la nourriture. Il y a le Kenya qui fait pratiquement 8 milliards de dollars par an en exportation de fleurs. Oh là là. Le Mungo produit des fleurs. L'Ouest produit des fleurs. L'Ouest produit des fruits. On peut les exporter et avoir des ressources. Donc, il faut simplement qu'on organise le dynamisme qui est déjà là. Aller dans Djombe Penja voir comment les populations travaillent. Ces populations qui, à 9 h, ont fini la moitié de la journée parce qu'ils ont commencé à 5 ou à 4 h du matin. Sans oublier le poivre de Penja, du poivre de Penja, qui est l'un des meilleurs. Voilà. Le Djombe Penja, qui est l'un des meilleurs poivres au monde. Oui. Ok. Ça fait 43 ans et 9 mois, soit 15 977 jours que le président Paul Biya préside la magistrature suprême. Je peux me tromper, mais sans doute vous avez connu les deux présidents. Oui. Amadou Ahidjo. Question directe. Il y avait quoi avant? Il y avait une vision avant. Il y avait une vision avant. Il y avait le plan quinquennal. Il y avait une vision. Il y avait le comité agro-pastoral. Tout à l'heure, on va revenir dessus. Il y avait la célébration de la réussite. Je me souviens, j'avais des aînés qui, en première, ont eu le prix Amadou Ahidjo. Je me souviens, il y avait un qui avait eu 18 sur 20 au probatoire. Aujourd'hui, on ne célèbre plus ça. On ne célèbre plus les majors de promotion. On ne les célèbre pas. Et ça, c'est un de nos problèmes. Tout à l'heure, on va évoquer ça. C'est un de nos problèmes. On ne célèbre pas les repères, les lumières, on les célèbre. Au contraire, on les vilipende. Et la célébration doit commencer, j'allais dire au sommet, c'est politique. Alors, le major de l'ENAM, vous connaissez le major l'année passée, le major de l'IRIC, le major de Polytech, le major de l'école de poste, ils sont où? Tous ces gars qui ont des licences, des masters avec 18 sur 20, ils sont où? On doit les célébrer. À défaut, les célébrer, ce n'est pas forcément donner de l'argent ou un prix. Dire que ce garçon a eu 18 sur 20 au baccalauréat. Et on lui pose comment tu as fait. Ça va comment je vais dire, motiver. Ça va motiver, ça va inciter les autres à lui ressembler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sort des Lamborghini, on sort des 4x4, on sort des Jet Tour, on se filme avec et ça donne les influenceuses. On va arriver dessus. Donc c'est un circuit qui est bien huilé pour perdre la jeunesse en fait. Parce que plus la jeunesse est dans l'alcool, le sexe, la bière et tout ça là, moins ils s'occupent de leur avenir. C'est quoi le plan quinquennal? Il faut expliquer à la nouvelle. Alors, le plan quinquennal, c'est quelque chose que Ahidjo concevait au niveau de l'UNC. On concevait un plan, c'est-à-dire qu'on dit les 5 prochaines années, il faut qu'on ait fait 1000 km de route, il faut que la production de cacao ou de café atteigne tel niveau, il faut qu'il y ait plus de lycées, plus de ceci, et à partir de ce plan, on trouvait le moyen pour faire ce plan. Et on pouvait savoir si on a échoué ou pas. Voyez. Alors là maintenant, aujourd'hui, on fait un prêt pour relever la Sonnelle, un prêt pour relever la Camer, un prêt pour faire la route Ebolova Akom, un prêt pour refaire l'axe Yaoundé, un prêt. On est dans les prêts, il n'y a pas une vision. Il n'y a pas de vision. Là aussi, vous parlez de célébrer les réussites. On reste là. On a l'impression, je dis c'est une impression, sauf que les statistiques ne me prouveront pas le contraire, que les grands concours au Cameroun sont pris d'assaut par un groupuscule. Et j'allais dire par un peuple ou une tribu. Question simple. Est-ce que l'équilibre régional peut développer un pays? Non, l'équilibre ne peut pas développer un pays. L'équilibre régional ne peut pas développer un pays. C'est la compétence qui développe un pays. Mais vous savez, la société, c'est un peu comme le corps humain. Lorsque quelque chose devient faible, il y a quelque chose qui se développe. Les concours ont été fermés à cause de la corruption, du tribalisme et tout. Mais cela a développé d'autres choses. De façon empirique, j'ai essayé d'étudier la question. Si vous allez en faculté de médecine à Kinshasa, au Niger, au Togo, au Bénin, à Conakry, au Sénégal, en Amérique, en Europe, il y a une forte communauté camerounaise. Et en particulier Bamileke, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux écoles camerounaises. Cette communauté va donc étudier et revient. Elles n'ont plus accès à la fonction publique. Qu'est-ce qu'elles font? Elles créent des cliniques. Ce qui fait que la majorité des cliniques appartiennent à Bamileke. Donc, il y a, comment je vais dire, à quelque chose de malheur est bon. Voyez? Et ce qui fait que ça développe autre chose. Et c'est pareil dans la technique, dans la banque, dans la finance, partout. On a fermé. Les gens sont allés ailleurs
acquérir des connaissances, les gens sont allés ailleurs chercher des capitaux et ils reviennent investir. Et ça donne ce que vous entendez, les envahisseurs, les ceci. Parce que quand vous venez, vous avez un projet agricole, vous avez besoin de terre. Vous avez un projet d'usine, vous avez besoin de terre. Si vous voulez faire l'agriculture, vous n'allez pas à 500 km du port. C'est une question de logique. Vous allez créer, c'est pour ça qu'on parle de zone portuaire. Vous allez créer à côté du port votre usine pour que votre marchandise soit facilement exportable. Donc, moi, je dis que avec le recul, c'est même bien. C'est un peu comme dans la vie, les orphelins réussissent mieux que les enfants qui ont deux papas, parce que l'orphelin sait que je n'ai personne, je n'ai que moi, et il se bat. Il arrive très souvent plus vite que celui à qui on réveille, le petit déjeuner est déjà fait, on lui envoie son mandat en fin de mois, on paye son école. Généralement, les orphelins s'en sortent. C'est le même phénomène. Donc, et c'est ça qui dérange un peu. Vous allez, moi, j'essaie souvent d'étudier les choses de façon empirique. Vous prenez l'organigramme des entreprises privées, la majorité vient de l'étranger. Il y a quelques personnes qui viennent de l'ESSEC ou quelques personnes qui sortent de la Cato, mais 90% viennent de l'étranger. Mais là, nous avons aussi l'impression que l'équilibre régional est biaisé dans certains concours, les NAM, les MIA et autres. Parce que l'équilibre régional voudrait dire que toutes les régions doivent être représentées. Sauf que ces concours-là, on voit que c'est pratiquement une tribu qui est représentée. Oui, ça c'est clair, c'est biaisé parce que lorsque vous donnez un pourcentage à certaines régions qui ne sont pas peuplées, c'est biaisé et il y a beaucoup de corruption. Donc c'est un sujet sur lequel je n'aime pas m'attarder parce que pour moi, ce sont des écoles qu'il faut fermer, ça ne sert à rien. Il y a des pays qui n'ont pas d'école normale d'administration. Comme quel pays? Comme les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que ce qu'un préfet fait, toute personne qui a un diplôme de droit public, privé, peut le faire. Toutes les personnes qui ont des diplômes en sciences économiques peuvent le faire. Donc, selon vous, on doit fermer les NAM? On doit fermer. Au minimum réformer. Au minimum réformer. Normalement, on ne devait même plus... Moi, mon problème, ma suggestion, ce serait que on prend des gens qui ont déjà fini les études, on leur donne la formation éthique et pédagogique. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner les éléments de finance et de comptabilité, de comptabilité publique et tout, qu'on enseigne à l'université, on prend les gens en licence ou en master en 6 mois et puis ils sont opérationnels. C'est tout. On n'a pas besoin de prendre les gens 5 ans pour leur perdre. En tout cas, il faut, à défaut de fermer, il faut reformer plusieurs choses parce que toutes ces écoles obéissent à une donnée coloniale. Donc, il faut reformer, les adapter aux réalités. Aux réalités. D'après les derniers sondages, les universités camerounaises n'apparaissent pas ou n'apparaissent plus dans le cartel des universités ou le cortège des grandes universités d'Afrique, j'allais même dire du monde. Que pensez-vous du système éducatif camerounais? Bon, vous savez, je travaille dans l'éducation. Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que j'ai souvent dit souvent aux enfants ici que si vous avez un bac avec moins de 12 heures suivantes, vous ne pouvez pas avoir accès à une bonne université. Ça commence, vous voyez, à l'école normale, on recrute des cancres à cause de la corruption et du tribalisme. Ce sont ces cancres qui viennent enseigner. Et vous avez sur les réseaux sociaux, vous avez sur les réseaux sociaux des enseignants je préfère ne pas citer les noms. Quand vous voyez comment ils pensent, vous imaginez les cours qu'ils donnent. Après l'enseignement secondaire, il y a une autre catégorie de camps qu'on appelle professeurs agrégés. Vous voyez leurs idées sur les médias. Vous voyez ce qu'ils peuvent donner. À côté de ça, maintenant, dans beaucoup de pays, il y a des cancres professeurs agrégés. Oui, ils sont nombreux. Je ne vais pas citer les noms. Ils sont nombreux. Dans beaucoup de pays, le recteur, c'est le plus âgé dans le diplôme le plus élevé. Généralement, il n'y a pas 2 personnes. Chez nous, c'est quelqu'un qui s'assoit comme moi dans son bureau et il choisit. Évidemment, il va choisir celui qui partage sa cancritude. Ce qui fait donc qu'il n'y a pas d'émulation. C'est-à-dire que vous êtes recteur et vous avez un vice-doyen qui vous dépasse académiquement de très loin. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas être commissaire divisionnaire et votre patron, c'est un officier de police. Sous prétexte que c'est la fonction, ce n'est pas le grade, des conneries comme ça. Donc, c'est tout ça qui fait que lorsque vous êtes
en dessous de votre doyen, vous n'êtes pas fondé de lui dire comment il va faire. Aucun recteur ne peut s'asseoir comme ça avec ses doyens et leur dire voici comment on va faire pour améliorer la qualité. Parce qu'en dessous de lui, il y a des gens qui ne sont pas contents de leur nomination. Il y a dans les lycées et collèges, il y a des professeurs qui font 40 ans de cré. Oui. Et il y a des gens qui ont 33 ans, ils sont censeurs, ils sont proviseurs. À quel moment on peut s'asseoir et discuter? À qui la faute, finalement? C'est la politique, une fois de plus. La politique de qui? La politique de qui? La politique de M. Bien. C'est sa politique qui fait qu'il y a tous, et c'est dans tous les corps. Vous voyez, ça n'existe pas, par exemple, quand vous partez au tribunal, un avocat qui a 15 ans, c'était devant celui qui a 20 ans de profession. Dans l'église, c'est pareil. Quand vous êtes président de région, dans l'église évangélique ou évêque, les autres se plient devant vous. Ce n'est pas un débat. Vous pouvez aller dans son bureau, lui dire ce que vous pensez. Vous pouvez marquer votre désaccord, mais poliment. Mais lorsque vous êtes agrégé hors échelle, vous êtes vice-doyen, même pas doyen, et que votre élève est votre recteur, lui-même ne peut pas se mettre devant vous pour parler. Donc, c'est cet ensemble de cancritude, d'incompétences qui tire notre université vers le bas. Et puis, la deuxième chose, c'est que notre université ne s'est pas adaptée à la modernité. Qu'est-ce que c'est que les sciences économiques, la sociologie, la psychologie, l'histoire? Quelles sont ces facultés-là? Ça ne nous sert à rien. Ça dit que on devait bannir, supprimer? On devait les réduire à leur plus simple expression. C'est-à-dire favoriser les écoles techniques, les écoles professionnelles, comme le Burkina Faso est en train de le faire. Beaucoup de gens vont au Canada, pourquoi? Parce que quand vous sortez de l'école, vous êtes prêt à l'emploi. Mais quand vous avez une licence en sciences économiques, vous êtes prêt à quel emploi? Vous ne savez rien faire du tout. Quand vous avez une licence en allemand ou en anglais, vous ne savez rien faire. On poursuit cet échange. Vous êtes dans l'éducation et nous remarquons, nous sommes dans la ville de Douala, que les bars pullulent autour des universités. Je vais dire à l'ESSEC, même ici, on a beaucoup de snacks. Comment, quel regard jetez-vous là-dessus? Il faut de plus laxisme des autorités. Parce qu'il me souvient que il y a une distance qui est prévue entre les bars et les écoles. Ce laxisme de l'autorité, ça dit que l'autorité politique, les pouvoirs publics s'en foutent de ce que la jeunesse peut avoir comme problème. Vous souvenez-vous que dans des lycées, on a attrapé des enfants avec le couteau. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Moi, quand je passe à l'ESSEC, ici à l'université de Douala, ici, j'ai simplement honte du spectacle qui nous est donné. Et c'est parce qu'on ne régit pas. Vous savez bien que les ventes à emporter ferment à 20h30. En principe. Personne ne respecte ça. Les louches, les snacks ferment à 23h30. C'est le bois de nuit qui vont jusqu'à 5h du matin. Rien n'est respecté. Je veux vous dire une chose. Au Canada, tout ferme à 2h du matin. Tout. Donc, il y a des possibilités de réglementer tout ça. On peut dire, bon, désormais, on ferme. À 2h, 3h. Alors, qu'est-ce que les gens font dehors entre 2h et 3h? Ils boivent. Du sexe, bavardage, ceci, les conneries. Donc, tout ça, on peut organiser, on peut légiférer, dire désormais, à 2h30, 3h, 2h du matin, tout doit avoir fermé. Vous rentrez chez vous. Ça va diminuer les agressions, ça va diminuer plein de choses. Parce que si tout a fermé à 2h et que tu es en route à 3h, 4h, tu dois expliquer où tu vas. Ça dit que tu deviens suspect automatiquement. Donc, c'est un laxisme qui n'a pas de nom des autorités politiques. 830 milliards est la perte que connaîtra certaines sociétés brassicoles, j'allais dire dédiées à l'alcool, telles qu'Heineken, Dia, Geo, bien d'autres aux États-Unis. Là, ça montre quand même que les jeunes, de temps en temps, de ce côté-là, veulent s'éloigner de l'alcool. Tandis que dans notre pays, jusqu'en 2021, le Cameroun a consommé presque 1 milliard de litres d'alcool. N'est-ce pas là une volonté publique de pervertir la jeunesse? Voilà, vous venez dans le même sens que moi. On laisse faire. Je veux vous dire que dans certains pays, boire de l'alcool, même à l'extérieur de l'établissement, vous vaut une exclusion. Mais ici, ce n'est pas le cas. La deuxième chose, pour ce qui est des enfants américains, les tendances ont changé. Les jeunes boivent plus de boissons fruitées et alcoolisées. Ils boivent moins d'alcool fort, bière et tout ça là. Bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ici, on met ça à votre portée. C'est-à-dire que moins d'occasions,
Comme vous avez dit tout à l'heure, les lycées sont en face des bars, les hôpitaux sont en face des bars. Et puis, nous avons beaucoup d'oisiveté. On a beaucoup d'oisiveté, on a beaucoup de fêtes, beaucoup de fériés, beaucoup de week-ends. Et si on dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les bars, les snacks et tout ça étaient bien réglementés, ça diminuerait la consommation. Et puis, l'État, au lieu de nous augmenter les taxes sur plein de choses, il ferait mieux d'augmenter ça sur la bière. Sur la bière, sur la boisson. Sur la boisson, On a dit, les jeunes disaient déjà augmenter tout, sauf la bière. Mettez même à 2 millions, on va toujours boire. Oui. On va toujours boire. Et là, je reviens toujours sur vos posts, parce qu'en préparant cette émission, j'ai essayé de lire vos interventions un peu partout. Je me suis rendu compte que vous traitez des jeunes qui investissent dans des lounges. J'allais dire un autre nom, les snacks un peu modernes, de cécité dans la créativité intellectuelle. Ils ont des pannes sur le plan intellectuel de création. Ne pensez-vous pas que c'est une activité génératrice de fonds? Non. Oui, ça, vous savez, pour moi, c'était un haut le cœur. Je veux prendre, ça dit que c'est, comment je vais dire, c'est vraiment de la cécité. Parce que, ouvrir un lounge ou un bar, quelle activité vous faites? Vous enrichissez les autres. C'est-à-dire que vous achetez de l'alcool fabriqué ailleurs, vous ajoutez votre marge, et ça suffit. Et l'activité a un impact négatif, la consommation de l'alcool. Cette remarque était partie de 2 exemples. Poupi, Marcel Poitier avait ouvert un lounge, dit-on, de 70 millions. Oui. Daniel Sang a ouvert un lounge, le rectorat, je ne sais pas combien. Les deux ont déjà fermé. Oui. Ils ont déjà fermé. Les 70 millions de Poupi, elle aurait acheté une machine. Ça fonctionne jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que certains sont riches et d'autres pas. Vous achetez une machine qui fabrique. Les gens travaillent 6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h, ça fabrique. Et vous pouvez vous balader. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que des jeunes ouvrent des bars et des lounges où on vend de l'alcool, de la drogue, où on fait du sexe, ce qui n'apporte vraiment rien. Parce que quand vous avez payé, et puis là-bas, les serveuses ont 40, 50 000 francs par mois, ce n'est pas des emplois. Alors que si vous achetez une machine, le fabricant vous dit que c'est pour 90 ans. Les gens ont un emploi sécurisé, pérenne. C'est-à-dire que quelqu'un peut fonctionner avec vous jusqu'à sa retraite dans une usine. Les gens qui ont travaillé à UCB, excusez-moi pour la publicité, dans les usines, jusqu'à la retraite. Donc, vous pouvez travailler un lourd jusqu'à même 2 ans. Donc, les jeunes doivent, je dis ça parce que c'est mon domaine aussi, l'accompagnement des jeunes dans la création d'entreprises. Oui. Les jeunes doivent innover et il y a des idées. Souvent, j'ai fait des séminaires dessus, il y a des idées, il y a des trucs. Je vais vous prendre un petit exemple auquel personne ne pense. Lorsque vous faites Douala Bafoussam, ou Bafoussam Yaoundé, ou Douala Yaoundé, il n'y a aucun restaurant de qualité en route. Il n'y a aucun. On mange les primes de maïs parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a aucun. Ceux qui vont en Europe savent ce qu'on appelle sortie d'autoroute. Il n'y a aucun. Donc, si vous ouvrez un restaurant quand je dis de qualité, c'est vraiment de qualité, propre, carrelé, pas ce qu'on a à manger. Non, vraiment de qualité, comme ce qu'on voit en Europe. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Parce que quand vous partez de Douala ou de Yaoundé à 5 h du matin, à 8 h, vous avez faim. On s'arrête quelque part et on mange quelque chose et puis on avance. Maintenant, vous aviez dit aujourd'hui, on ne célèbre plus la réussite, sauf que les jeunes ont eux-mêmes trouvé d'autres repères, des influenceurs. Sauf que ces influenceurs, à un moment donné, M. Cuisseux, on a vu un temps, c'était des nudes, des ébats sexuels, et toutes les jeunes filles, autant pour moi, veulent devenir des influenceuses. Et là, elles roulent carrosse, elles ont beaucoup d'argent, et puis, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui l'état de décrépitude morale de notre société à ce moment-là? Bon, ce qui explique, c'est que c'est des incompétents qui nous dirigent. Et les incompétents n'ont pas intérêt à ce que d'autres brillent. C'est pour ça que je dis qu'on ne célèbre pas la réussite. Parce que si on célèbre la réussite, on peut comparer la réussite que vous célébrez à vous-même. Parce que j'ai eu un ENA qui m'a dit très peu de majors de l'ENAM sont devenus gouverneurs. Très peu. C'est pas normal. J'ai rencontré un ENA, je ne vais pas citer son nom. Il a fini chef de service dans la maison centrale.
l'avant-dernier qui est en prison, je ne veux pas citer son nom, a fini préfet. Il a même été ministre. C'est pas normal, vous voyez, ce n'est pas normal. Il y a des majeurs, il y a des gens qui étaient au CUS, qui étaient bien. Pourquoi on l'affecte en Brousse et celui qui est dernier, on l'affecte à l'hôpital à Yaoundé ou à Douala? Donc, on ne célèbre pas les réussites chez nous. On ne célèbre pas. On célèbre les lions et ça s'arrête là. Parce que même les basketteurs, les gars, nous, on ne les célèbre pas. C'est eux qui se célèbrent. On ne célèbre pas. À quel moment le chef de l'État a accordé une audience en Ghana pour lui? Ailleurs, on le fait. Pourquoi nous, notre légende Samuel Eto'o a déjà été reçu pratiquement par tous les chefs d'État? On ne le reçoit pas parce que c'est lui, on le reçoit parce que c'est un grand footballeur. Pourquoi on ne le célèbre pas? Mais d'autres personnes disent que ces nuls qui se baladent là, ça n'a pas toujours des raisons purement de prostitution, parce que on parlerait des ministres qui adorent les nattes, qui ont tout pour avoir des jeunes filles. Et quand on regarde même ces vidéos-là, nous, parents, on se demande si nos enfants, garçons, peuvent épouser ces filles-là tôt ou tard. Non, il ne faut pas souhaiter que nos enfants les épousent. Pour moi, les influenceuses, je cite bien influenceuses, ce n'est pas beaucoup le cas pour les influenceurs, sont ce qu'il y a de plus négatif pour notre société. Et c'est justement parce qu'on ne célèbre pas. Parce que si on célébrait, on allait les comparer à d'autres personnes. Quand vous posez la question, qu'est-ce que vous faites comme métier? Beaucoup n'ont pas de réponse. Aujourd'hui, oui. Oui, il y a une parmi celles dont vous parlez qui a dit dans une vidéo, je vais au Sénégal pour mes affaires. Mais elle partait pour la prostitution, personne n'est dupe. Donc, c'est une fois de plus parce que on est dans une société où vraiment on ne célèbre pas les réussites, on ne respecte pas ceux qui ont réussi, on ne respecte pas la valeur travail. On ne respecte pas la valeur travail. Et ça fait que, comme on veut réussir à tout prix, comme on veut paraître, comme on veut paraître, le bling-bling, on fait du buzz, on fait n'importe quoi. Mais pour moi, c'est lié à la qualité du régime. C'est lié. Parce que plus vous paraissez en public, plus vous êtes fébrile, plus vous êtes en danger. Alors, c'est une valeur qui est, comment je vais dire, pour m'expliquer, en Chine, il est interdit aux influenceurs d'exposer leurs richesses sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas une semaine que ça a une décision qui a été prise. Vous voyez que les autres pensent. Parce que lorsque vous affichez des voitures de 400 millions, des maisons, des montres très chères, les jeunes se disent que c'est facile, ils ne savent pas l'effort qu'il y a derrière. Dans d'autres pays, on sait ce que l'influenceur fait pour avoir de l'argent. Mais chez nous, on ne sait jamais ce qu'ils font. Donc, il faut aussi... Certaines vendent le tarot. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Donc, il faut comment j'allais dire légiférer, mais ce n'est pas ça là. Il faut réglementer la vie en société. Moi, je suis allé au Mirex à Yaoundé. Les femmes qui avaient le dos ouvert n'entraient pas. Il faut réguler, il faut légiférer. Vous savez, chez les anglophones, par exemple, personne n'a les cheveux. Ce n'est pas un débat. Si tu veux entrer dans une école anglophone, non, il n'y a pas de cheveux. Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un se plaint? Donc, il faut orienter la société, interdire les jupes d'un certain niveau, interdire certaines postures, si vous voulez le faire en privé, vous le faites dans l'espace public. J'étais au Kenya, quelqu'un m'a dit que là-bas au centre-ville, tout le monde est obligé de bien s'habiller. Je croyais qu'il blaguait. Au centre-ville, tout le monde est obligé de bien s'habiller. Il y a dans d'autres endroits où on ne fume pas. Donc, quand vous allez à Nairobi, l'espace où il y a tous les ministères, j'oublie comment ça s'appelle, c'est un espace vraiment moderne, pas de cigarettes, pas d'habits bizarres, etc. Si vous voulez le faire, vous sortez du cadre. Voilà. Donc, il faut organiser notre société et remettre la compétence et le mérite au centre. Parlons de là, vous êtes dans l'enseignement. Dernièrement, les résultats sont tombés du bac et du probatoire depuis quelques jours là. Et le directeur de l'office de baccalauréat du Cameroun se gargarisait de dire que le pourcentage sera très bas, alors que nous sommes dans le système APC. N'est-ce pas là un aveu d'échec? Et même avec le DCI, il y a eu fuite des preuves. Non, ce n'est pas un aveu d'échec. Je pense que quand le pourcentage est bas, ça doit interpeller tout le monde.
Et effectivement, dans mon domaine, avec un bac à 10 sur 20, vous ne pouvez rien faire. C'est difficile. Même si vous avez une admission, le visa sera compliqué. Voilà. Donc, je ne se gargarise pas, il tire la sonnette d'alarme. Le niveau chez nous est très bas. Quand vous voyez même certaines personnes s'exprimer, vous avez mal à l'oreille. Le niveau est très bas. Et ce niveau bas, c'est à cause de l'ensemble des choses que nous décrions. L'alcool au chevet de l'école, les enfants issus des parents à l'enrichissement illicite, qui viennent faire le bling-bling à l'école, l'enseignant qui n'est pas compétent ou qui n'est pas payé ou qui a un sureffectif. Et vous voyez, il y a beaucoup de facteurs. Vous vous souvenez, quand nous étions en terminale, on était 75, 80. Je me demande comment on a fait. 75 élèves. On t'explique des notions que tu n'as jamais entendues auparavant. Tu es au fond, on n'entend pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué et il n'appartient pas à l'office du bac seul de rectifier le tir. Si on veut avoir des lycées à 50 élèves par classe, ça ne relève pas de l'office du bac, ça relève du gouvernement. Si on veut avoir des enseignants de qualité, c'est tout un ensemble de... Parce que déjà, disons que mathématiques, le niveau de mathématiques au Cameroun, c'est 4%. Voilà. Donc, c'est un ensemble de travail, c'est un ensemble de choses à voir. Et puis, les programmes télé ne nous aident pas. Les programmes télé ne nous aident pas. L'environnement ne nous aide pas. Donc, il faut vraiment réformer l'éducation. Et puis, à mon sens, il faut même diminuer les matières. Il y a des matières inutiles. Là, nous allons rester un peu dans le cadre de l'école. Madame la ministre des Enseignements secondaires a pris des décisions il y a quelques années, en permettant aux jeunes filles enceintes de poursuivre les études. Et même, il y en avait, c'était à Kribi, des jeunes filles où les vidéos ont fuité avec le phénomène de partout. Ne pensez-vous pas qu'en permettant à ces jeunes qui sont dans la déviance, d'être au milieu des autres jeunes, favoriserait encore l'enlisement de ce phénomène-là au milieu des jeunes? C'est une question difficile. Il faut que nous ne perdions pas de vue que l'éducation, c'est un droit. L'instruction, c'est un droit. Et une personne, qu'elle soit enceinte ou pas, a le droit à l'éducation. Ceci dit, maintenant, il y a des enfants qui sont en couple, qui sont mariés et qui sont fiancés. Ben, il ne faut pas... Pour moi, c'est une question difficile. Dans les écoles confessionnelles, il n'y a pas de débat. Si vous êtes enceinte, vous partez accoucher, vous revenez. Peut-être que c'est la meilleure attitude. Mais je ne pense pas que, de prime abord, il faut condamner ça. Il faut mener encore une réflexion avant de condamner les filles enceintes ou les femmes enceintes. Vous faites dans l'accompagnement des jeunes qui partent dans les grandes universités pour poursuivre les études, notamment au Canada et autres. Il y a un certain temps, la France a durci les procédures d'obtention de visa étudiants. L'Angleterre, pareil, parce que disent-ils, quand ces jeunes arrivent pour étudier, ils demandent de l'asile politique. Comment trouvez-vous ces genres de méthodes avec le Non, la France n'a pas durci. En fait, vous voyez qu'elle a durci, mais en fait, elle profite de la situation pour prendre encore les meilleurs. Parce qu'il faut comprendre une chose. Les pays qui acceptent les étudiants, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, le Canada, ils ne sont pas dupes. Parce que quand vous étudiez au Canada, ou en Chine, ou en Inde, ou en France, vous portez leur culture, que vous le vouliez ou pas. Le gars qui a étudié en France aime la Peugeot, il aime la Renault. Il n'a vu que ça. Oui. Voilà. Donc, il y a d'abord une politique à la base. Voilà. Donc, en augmentant les conditions, ils prennent les meilleurs. C'est-à-dire que c'est les meilleurs qui vont remplir les conditions. Oui. Voilà. Ils n'ont pas d'ici. Et puis, leurs décisions sont logiques. C'est-à-dire que le coût de la vie augmente. Donc, c'est normal que la capacité financière qu'on vous exige, elle aussi, elle augmente parce qu'elle est indexée sur le niveau de vie. Donc, en réalité, ils ne durcissent pas. Parce que vous voyez, même s'ils durcissent, vous verrez que les taux de visa au fil des années ne baissent pas. Ça peut fluctuer de quelques centaines, mais on continue parce que
ils ont besoin. Et il y a une deuxième réalité, ça, ils ne le disent jamais, ils sont sous-peuplés. Ils sont sous-peuplés. D'ailleurs, il y a 2 jours, l'organisme qui s'occupe de la démographie en France a dit que la natalité a baissé de 1,1% encore. Vous voyez, la population décroît. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de phénomènes que j'aurais pu développer ici, mais ce n'est pas le lieu. En fait, leur politique, c'est pour prendre les meilleurs. C'est-à-dire que quand on augmente le taux, seuls les meilleurs remplissent les conditions. L'Afrique du Sud a donné free visa à 22 pays africains, sauf le Cameroun. La Tanzanie a emboîté le pas. Qu'est-ce qui cloche avec notre diplomatie? Mais j'allais dire qu'elle est dormante. Elle est négative. Elle est négative parce que nous avons beaucoup de faux documents. On a beaucoup de faux documents, on a beaucoup de faux passeports, on a beaucoup de figurez-vous que les influenceuses qui sortent avec ces ministres-là ont parfois des passeports diplomatiques. Il y a beaucoup de faux documents, il y a beaucoup de faux en fait. Et on ne travaille pas à regarder que l'Afrique du Sud a expulsé les gens. Le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, tout le monde allait chercher ces populations. Vous n'avez pas vu le Cameroun aller se gêner. Il y a eu la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, tout le monde l'a fait. Donc on a une démographie qui est somnolente, qui est négative. Avec les ambassadeurs qui ont fait 25 ans au même poste, à un moment donné, il n'y a plus la motivation pour travailler et ils n'ont même pas une obligation de résultat. Vous n'avez jamais vu une conférence d'ambassadeurs. Donc, on est victime de notre somnolence, en fait, de notre diplomatie qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de vision. Parce qu'on a l'impression de croire que nous sommes, je vais utiliser l'expression, nous sommes blacklistés sur le plan international. Oui, on est blacklistés, il faut le dire, on est blacklistés. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a des Richard Bonnard, des faux à qui on a refusé le passeport camerounais. Oui, mais parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il a été victime d'un faux aussi, justement. C'est-à-dire qu'on l'a arrêté à une frontière. En Allemagne? Non, en Tchécoslovaquie. Oui. Son passeport qu'il avait laissé à l'ambassade de Cameroun pour faire un autre avait été vendu et utilisé pour un braquage ou autre comme ça. Donc on l'arrête en disant que M. Bonnard, vous avez commis un crime. C'est pour ça qu'il a repris le passeport américain sous le conseil de ses avocats et de son manager. C'est quand même grave, ça. Le secteur de l'or au Cameroun fait face à une crise majeure d'orpaillage illégal et la contrebande massive. 44 tonnes entre 2021 et 2025, soit près de 2000 milliards. À qui profite le crime? Ça profite aux exploitants. Ça, c'est une question sur laquelle il ne faut pas non plus être aussi dupe. Donc, c'est ceux qui gouvernent qui pillent cet or. Parce que vous et moi, on ne peut pas sortir avec l'or du Cameroun. Mais si vous garez un avion là, et vous dites qu'on ne fouille pas, on ne va pas fouiller. Si vous avez une certaine position, on connaît le pays. Donc, c'est eux, les dirigeants entre eux, non comme ils ont ordonné une enquête. C'est un trafic qui dit trafic, il dit trafiquant et dit gouvernement. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. On a l'impression, Monsieur Kussi, vous qui êtes activiste politique, que la nuit des longs couteaux a commencé. Je ne veux pas croire tout ce que les influenceurs disent. On a mis cette histoire de vol d'or sur la tête du chef du cabinet civil de la présidence. Et de l'autre côté, il y a un autre qui est sorti, je sais que vous êtes au courant de l'affaire Martinez Zogo, qui inculque carrément le DGPR. Et vous, homme averti, dans un pays sérieux, ce spectacle-là. Bon, moi, vous savez, les juges disent qu'on parle toujours tout à base des faits. Moi, je ne vois pas ce qui incrimine les uns et les autres. Mais il est avéré que le directeur de cabinet civil adjoint a affiché ou affiche un niveau de vie qui pose problème. Il est pasteur d'ailleurs. Oui, qui pose problème. Voilà les faits. Maintenant, quitte à l'incriminer, moi je n'ai pas vu les faits, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que le capitaine Effoudou a fait
là aussi, moi j'appelle ça de la distraction. J'appelle ça de la distraction parce que c'est la pure distraction, c'est de monter de tout speed. On veut nous faire croire que tous ces coloniaux qui ont mené les enquêtes, ce tribunal est sur la mauvaise piste. Oui. Non, c'est faux. Et il dit, lui, capitaine Foudou, que le président de la République sait qui est le commanditaire. On se demande pourquoi. Mais le président doit connaître. Le président connaît, mais je ne pense pas que ce soit la piste qu'il nous donne. C'est vrai qu'il y a beaucoup non, c'est la pure distraction. Je pense que ceux qui sont là en prison sont les commanditaires. C'est eux qui sont commanditaires. Maintenant, on peut te piéger, t'amener à faire quelque chose. Ça, c'est possible. Oui. Mais on ne peut pas incriminer quelqu'un d'être intelligent. Voilà. Le président est hors du pays, on a nommé 5 généraux. 5 généraux, n'est-ce pas là une préparation, une mise en place d'une éventuelle coup d'État ou de prendre le contrôle de l'armée? Parce qu'on discute même déjà si c'est lui qui est à l'œuvre de tout. Bon, de mon point de vue personnel, moi je doute que ce soit lui, mais je ne suis pas surpris du tout de la nomination de 5 généraux, et je peux même dire qu'on n'a encore rien vu. Donc, ça dit que lorsque vous voulez prendre le pouvoir, vous mettez vos pions en marche, c'est tout à fait logique. Donc, dans cette logique, parce que dans cette logique de prise de pouvoir, c'est l'armée qui est l'élément déclencheur. On peut penser qu'il y a un coup d'État en préparation? Pas qu'il y a un coup d'État, c'est-à-dire que si vous... Parce que pour moi, le pouvoir, il est... je ne veux pas dire qu'il est vacant, mais il chancelle, c'est-à-dire qu'il est un peu qui veut. Et celui qui va prendre doit avoir assez de force pour pouvoir le garder. Voilà, ce n'est que ça. Et qui dit force, dit armée. Et là, on sort de ce côté un peu compliqué. Vous avez aussi appris cette fausse nomination, c'est-à-dire un jeune qui s'amène, il se peut dans nos enquêtes qu'il est allé à la CIATV 3 fois, avec dans le sac entre guillemets Bajok, pour être un peu péjoratif, avec le nom de vice-président de la République du Cameroun, avec tout un gouvernement, et que jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête n'est engagée. Non, ça dit que nous volons très bas, et il y a des sujets sur lesquels il est difficile de se prononcer. Sur la procédure d'aller annoncer un vice-président, tout ça là, je ne suis pas surpris. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait des faux décrets, de fausses nominations. On n'est pas surpris. Mais qui est le commanditaire? Moi, je ne peux pas me prononcer. Ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être même ce gars-là qui fait du cinéma. Mais on n'est pas à notre premier cinéma dans ce pays. Dans ce pays. Maintenant, nous allons parler un peu de sport. Là, j'ai voulu toucher tous les sujets avec vous, puisque vous êtes quand même un érudit. C'est pas exagéré. Ah, ça. Là, nous allons parler un peu de sport. J'ai lu, je reprends votre citation, je peux me tromper. Le prochain match de Zinedine Zidane, le nouveau coach de l'équipe de France, 80 000 billets sont déjà achetés. Et pour vous, ce sont des légendes qui attirent les foules. Oui. Alors, vous faites rapidement une comparaison. Il y a plutôt d'autres légendes qui se remplissent les poches. Vous faites référence à qui? J'ai fait référence à notre légende Samuel Eto'o-Fils. Il n'a pas attiré de foule parce que lui, sa popularité est incontestable. Mais il attire les foules quand même. Il remplit les stades. Il remplit. Vous avez vu le championnat de première division là? Ça s'est rempli. Moi, quand j'étais jeune, quand il y avait des Canons Union, des Dynamo, PW Bamenda, c'était plein. C'est-à-dire que vous arriviez en retard, vous étiez en retard. Mais aujourd'hui, justement, dans cet article-là, j'ai écrit qu'aucun match n'a enregistré 10 000 places, sauf les Lions indomptables et la finale de la Coupe du Cameroun. Oui, c'est vrai. Et même la finale de la Coupe du Cameroun, il faut que le stade soit gratuit pour que ça remplisse. Donc, c'est quelque chose qui pose des questions. C'est-à-dire que pourquoi lui, les foules qui le suivent dans la rue ne le suivent pas dans les stades? Pourquoi les partenaires ne courent pas? Pourquoi l'argent n'arrive pas?
Pourquoi ça ne décolle pas? Mais ne pensez-vous pas qu'on est en train de mettre des bâtons? Il y a eu cette guerre entre Samuel Eto'o, en fait, je vais dire, la FECAFOOT et le ministère des Sports. Finalement, on ne savait plus se retrouver toute cette cacophonie. Ne pensez-vous pas que le gouvernement, c'est un ponte du régime, mette les bâtons pour que ça n'arrive pas, ou la guerre des clans? C'est trop facile. On peut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est le gouvernement qui a supprimé le contrat avec Corps Sportif. C'est lui qui a amené One All machin là. C'est lui qui a amené. Il y a plein de choses que on peut. Qui a supprimé le contrat avant Marc Brice là, il y avait un entraîneur qui a supprimé son contrat. Donc, il y a Hugo Boss. Après Hugo Boss, il y a encore eu un autre encore. Donc oui, qui a supprimé leur contrat? Qui a interdit certains joueurs la sélection? Qui a dit que les joueurs avaient bagarré? Il y a plein de questions où le gouvernement n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Qui a fait tout ça là? Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre fédération ne ressemble pas à une fédération. On vient de célébrer avec face, et presque tous les ministres étaient là, l'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT. C'est encore de l'imposture et de la poudre aux yeux. Nous, on veut qu'on inaugure des usines, des routes, des aéroports, des hôpitaux, pas un siège. Comme quelqu'un l'a dit, le siège en lui-même n'est même pas extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un immeuble extraordinaire. Donc, vous avez vu CCA Bank, qui fait 10 milliards de bénéfices par an. Il a mis près de 10 ans pour inaugurer son siège. Ça fait 1 ou 2 ans, mais il a pris le temps. Un siège, c'est qu'on pouvait entrer sans avoir besoin de demander 175 millions à l'État pour inaugurer. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Que les ministres aillent inaugurer un siège, pour moi, c'est la preuve de leur incompétence. Regardez en Guinée équatoriale, regardez au Burkina, regardez en Côte d'Ivoire, regardez au Sénégal. On inaugure des usines, des stades, des hôpitaux, des routes, des infrastructures qui peuvent apporter. Entre le dernier mandat et le mandat qui est en cours, qu'est-ce qu'on a inauguré? Ça veut dire, selon vous, que le bilan de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT est nul? Il est négatif. Ok, je vous le consens. Le MINAT vient de fermer, ordonner depuis le 8 juillet, la fermeture de 1400 églises. Parce qu'il y a des dérives. Une petite fille qui a été froidement assassinée sous l'ordonnance de son pasteur. Et lorsque les sous-préfets sont descendus dans les églises, on a vu des pratiques carrément inhumaines, des gens attachés. Et tout ça, même nombreux sont ces pasteurs qui naissent, ils deviennent directement prophètes. Et ils roulent carrosse, ils n'ont pas fait vraiment une bonne formation. Est-ce une bonne décision ou une mauvaise? Bon, le problème n'est pas la décision. Le problème, c'est que dans notre pays, on fait tout comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on agit par la cour, on ferme, mais ils vont créer derrière. On agit, on a dit qu'il n'y a pas une pédagogie derrière, il n'y a pas une communication. Donc, moi, j'aurais voulu que on réglemente ces églises-là, on les regroupe en une association qui s'auto-régule. Il n'y a pas. C'est quand quelqu'un meurt qu'on vient. C'est pas comme ça que, de mon point de vue, on devait gérer certaines choses. Je suis chrétien, je ne suis pas pour la fermeture des églises parce que personne n'a le monopole de la foi, personne n'a la vérité. Personne n'a la vérité, mais on devait procéder par pédagogie, on devait avoir une régulation, un contrôle. Lorsque un parti politique veut faire un meeting, même si c'est au fin fond du village, ils sont au courant. Pourquoi ils ne sont pas au courant pour les églises? Peut-être qu'ils sont au courant. Comment un mot sur l'arrivée du pape au Cameroun peut sortir de ce chapitre? Oui. Un mot vaut. Puisqu'on a vu, quand le pape est arrivé, on a essayé d'arranger les routes, on a essayé de mettre le Cameroun propre. Est-ce qu'on a besoin d'attendre que le pape vienne pour essayer C'est autant de choses. On n'a pas besoin de l'arrivée d'un étranger pour nettoyer la maison. On n'a pas besoin, puisque nous, on a besoin même de la propreté aussi. Non, je n'ai rien contre la visite du pape. Elle était même une bonne chose parce qu'elle a dit certaines vérités. Mais c'était dommage qu'on attende qu'il vienne pour faire certaines choses. Ça, c'est un peu... Ça me met mal à l'aise un tout petit peu. Est-ce que... Question directe. Est-ce que Ernest Ouandji était un grand bandit? J'ai réservé cette question presque à la fin, comme a dit Abel et Libby Lobé. Mais quelqu'un qui n'a pas tous ses sens, ça ne peut pas dire quelque chose qui... Vous voulez dire Abel et Libby Lobé n'a pas tous ses sens? Mais n'a pas tous ses sens. N'a pas tous ses sens. Donc, ce qu'il dit, le gouvernement décrète qu'il est un héros national. Un individu vient dire qu'il est un grand bandit. Un grand bandit. Entre le gouvernement et lui, qu'est-ce qui pèse? Et puis, vous savez, feu professeur
pasteur Ndje disait, on contredit un livre avec un livre, on contredit les faits historiques avec des faits historiques. Ce n'est pas dans un débat sur une télé de merde, excusez-moi l'expression, que vous allez dire... Là, Info TV, vous dites télé de merde. Oui, oui, parce qu'on ne peut pas permettre ça dans un média. Vous avez vu ce qui s'est passé en France, on a donné le micro à quelqu'un, il a dit 2 mots, on lui a arraché le micro. Ça ne se fait pas et on le réinvite après. Il ne faut pas qu'on se moque des gens dans ce pays. C'est ça le tribalisme en fait, ça dit que quelqu'un est foncièrement tribaliste, xénophobe, mais vous l'invitez, le réinvitez, vous êtes dans la gadoue. Donc, il y a des faits historiques, il y a des livres, il y a des gens qui ont écrit. Ce n'est pas un individu qui a faim, qui va me faire changer d'avis. Donc ça. Pour vous, c'est un héros? Non, c'est plus qu'un héros, c'est un repère. Là, maintenant, parlons un peu de vous. En 2015, vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté par des personnes non identifiées. C'est après que vous sauriez qu'ils sont de la police, vous allez me corriger, judiciaire. Et on vous accusait de outrage au président de la République. Et vous êtes nuitamment transféré à Yaoundé, c'est ça? Et vous serez dans des couloirs, vous ne serez pas dans des conditions normales. On va retirer votre ceinture, on va retirer vos lacets, on va récupérer vos téléphones, on va vous interdire de passer des appels. Et un beau matin, vous-même vous racontez ça, on va vous demander de partir. Sauf que vous allez attendre que ça sorte de la bouche du colonel. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi on vous a relaxé? Voilà, on est dans un pays qui est le cinéma. Donc, il s'est passé qu'un jeudi, le chef de l'État allait en voyage. Et comme d'habitude, à l'aéroport, il y a M. Gongo, Jean Crété, tout le gouvernement. Il est parti le jeudi. Le vendredi, il y a eu une levée de corps de 30 militaires assassinés à l'extrême nord. Il est parti jeudi, vendredi, il y a eu levée de corps. Le lundi matin, sur le site de la présidence de la République, il y a une photo où le président est incliné devant les tombes. Ça a fait un tollé. Les gens ont dit, mais il est parti devant nous. Comment ça se fait qu'il soit à levée de corps? Et justement, à l'époque, on avait dit, mais il pouvait attendre un jour, faire la levée de corps des militaires en tant que chef suprême des armées avant de partir. Il est parti. Et la photo a circulé, on a partagé, on a fait tout. Et on m'a arrêté en me disant que c'est moi qui ai piraté le site de la présidence de la République et que c'est moi qui ai mis cette photo. Monsieur Chiroma était ministre de la Communication. Donc, quand je parle... Le candidat malheureux à la présidence. Voilà, quand je parle ici, les gens qui m'ont arrêté, je ne veux pas parler de... On a de très bons rapports. Ils sont en fonction. Ils me regardent. Ils sont en fonction. Et donc, on m'a arrêté, on m'a mené au 7. On m'a mené chez un général. Quelle était l'implication? Vous allez continuer l'histoire du ministre Issa Chiroma. Quelle était son implication dans votre arrestation? D'après ce qui m'a été dit, c'est que... son implication, c'est que c'est lui qui a communiqué dessus, en fait. Je ne me souviens plus de ce qu'il avait dit, mais on m'a dit en off que le président a demandé le coupable. Voilà. Je ne sais pas comment ça fait pour arriver à moi. Ce qui m'a un peu aidé, c'est que tout le monde sait que je ne suis pas informaticien. Même jusqu'aujourd'hui, pour faire certains fichiers Excel, c'est mon épouse qui m'aide, ou bien mes collaboratrices. Moi, je ne suis pas figure d'informatique. L'IA, je suis complètement largué. Donc, quand il dit ça, l'opinion dit que non, Gérard, en matière d'informatique, il s'est saisi son texte attaché, point barre. Donc, je suis amené donc au 7. À l'époque, c'était M. Bokam qui était le 7. Arrivé, justement, on me garde. On m'empêche de me voir. C'est le bâtonnier qui intervient pour que j'aie une visite. Et on m'amène lundi matin à 4h, on m'amène au 7, justement, nuitamment. Et derrière, on devait dire à mon épouse même que je n'étais pas là. Elle a dû faire un scandale pour qu'on lui dise qu'on m'envoie à Yaoundé. Donc à Yaoundé, je suis envoyé chez le colonel Bankui qui m'interroge avec maître Méli, maître Nekri Barnabas, que je salue au passage, les deux avocats. Ils m'ont beaucoup aidé parce que ils ont pu permettre que M. Bankui se rende compte que ce n'était pas exactement ça. Donc, ils m'ont gardé pendant près d'une semaine. C'était très, très chaud parce qu'on m'avait arrêté au sortir d'une réunion très confidentielle avec Amnesty International.
Et justement, les gendarmes m'ont dit qu'on t'a trahi dans ton entourage. Et je sais qu'ils l'avaient fait, on t'a trahi parce que, comme les réunions étaient secrètes, et ils sont venus à la sortie de ces réunions un vendredi à 23h. On nous arrêtait tous, mais arrivé à Bolandio, on a libéré tout le monde, on m'a gardé. Donc on m'a conduit à Yaoundé, on a pris mes téléphones. Donc personne ne savait où j'étais. Le stade est immensément grand. Donc on m'a interrogé pendant une semaine, ce n'était pas facile. J'étais dans un sous-sol où c'était des trous qui vous faisaient savoir que il fait jour. Il fait jour, j'étais dans un sous-sol. Et je me souviens curieusement, j'étais avec des musulmans qui priaient 5 fois par jour. Et je me disais que, reste là, tu ne pries pas. Les gars là vont sortir, vont te laisser. Donc, je priais à leur rythme. Et au bout d'une semaine, le colonel Bancu m'appelle. Il me dit qu'il n'a rien vu, qu'il va me libérer. Et justement, les autres gendarmes me disent que tu as été trahi par quelqu'un de ton entourage, etc. Il me libère aux environs de 19h30, 20h. Et je sors de ces locaux et je vois qu'il fait nuit. Et j'ai très peur. Parce que le ciel est vraiment très grand. Ça dit que vous pouvez faire carrément 15 à 20 minutes à pied d'un point à l'autre. Voilà. Donc j'ai très peur et mon téléphone est déchargé et tout. Et j'ai peur que c'est un guet-apens. C'est-à-dire vous pouvez sortir et puis voilà. J'appelle Bergeline Domo qui vient me chercher. Et c'est à peu près comme ça que ça se termine. Et j'en garde un très mauvais souvenir, mais c'était plein de leçons. Dans l'opinion, il se raconte que le modo operandi de l'ex-colonel Banqui était très difficile. Quand vous étiez devant lui, quel était votre état d'esprit? Bon, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. On avait demandé à Nelson Mandela pourquoi il parle avec Kadhafi, avec la Palestine, avec Cuba, que ce sont des pays antidémocrates. Il leur a répondu, moi, l'ANC, nous, on est autonome. Ces gens nous ont soutenus jusqu'au bout. Il n'y a pas la moindre raison, il avait insisté, la moindre raison pour qu'ils ne soient pas considérés pour moi comme des amis. Ceci pour dire quoi? Quand j'étais devant le colonel Banqui, j'ai vu quelqu'un de très professionnel. On dit, Gérard a fait ceci, il l'appelle. Tu connais Gérard? Est-ce que c'est vrai qu'il a fait ceci? Tu ne sais même pas qui l'a appelé. Et c'est comme ça que parmi les appels qu'il a fait, il a appelé un pasteur qui priait avec lui quand il le mettait en prison. Et le pasteur lui a dit que Gérard, c'est quelqu'un de bien. Peut-être la nuit, ils font ce que les gens font, mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est bien. Donc j'ai vu quelqu'un de très professionnel. Parce que quand il m'entend, il commence par « nous sommes en état de guerre ». Les avocats l'interrompent en lui disant que l'état de guerre, c'est un état qui se déclare par décret présidentiel. Il s'ensuit un débat juridique et il s'incline. Il retire l'expression « nous sommes en état de guerre ». Donc moi, sur ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de très procédurier. C'est quelqu'un de très procédurier. C'est un gros bosseur. Maintenant, chacun peut dire ce qu'il veut en fonction de ce qu'il a vu. Que pensez-vous des prisonniers politiques? Pour Salin Fogué, Bibou Nissa. Ils sont nombreux. Et j'aime souvent dire qu'il y a encore 1000 anglophones en prison. 1000. Oui. 1000. C'est 900 quelque chose, c'est 1000. Ils sont disciplinés. La majorité, c'est à Yaoundé, ils sont disciplinés à Boya, Bamenda et tout ça. Il y a 1000 depuis 10 ans qui ne sont pas jugés. Je pense que la caractéristique principale des dictatures, c'est les prisonniers politiques. Nous n'y échappons pas. Et c'est malheureux parce que beaucoup de ces personnes, leurs procédures sont bloquées, sont arrêtées, c'est des renvois. Et c'est là que vous comprenez que la justice est aux ordres. Parce Elle n'est pas indépendante? Elle n'est pas indépendante. Malheureusement, elle n'est pas indépendante. Il y a des magistrats que nous connaissons dans le privé qui sont d'une intégrité parfaite, qui sont des gens de valeur, mais quand ils sont dans leur situation, on comprend qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Moi, j'ai suivi l'affaire Paul Deking de bout en bout. On a vu des magistrats recevoir des appels, et nos meilleurs messieurs, on a vu des magistrats interrompre pour aller parler à la chancellerie, revenir, etc. Donc, les prisons politiques, c'est vraiment malheureux. Et je nous invite à plus de solidarité envers eux. Moi,
pour ma part, j'essaie de faire ce que je peux. Mais c'est vraiment malheureux. Et devant nous, il y a Essama qui se meurt. Oui. Il y a Jean-Bernard Mankina. Jacques Bertrand qui n'a rien à faire là où il est. C'est vraiment... On vient de le transférer en Goma, en cellule d'isolement. Voilà, donc je n'étais pas au courant de ça. C'est vraiment malheureux, et parfois moi personnellement, ça me donne de l'insomnie, avoir autant de personnes en prison pour des idées. C'est-à-dire, ils ont donné une idée contraire, ils ont exigé une certaine transparence, c'est vraiment malheureux. Comment avez-vous vécu le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto? Il y avait tout ce qui... J'étais pas surpris. Comment ça? Il avait employé il avait choisi le Manidem. Non, j'étais pas surpris. J'étais pas surpris, donc du coup, je l'ai pas vécu mal. J'étais pas surpris. Bah, je me suis dit qu'on aurait pu faire autrement, mais j'étais pas surpris. Et avant ça, quelqu'un m'avait soufflé que sa candidature sera rejetée. Pourquoi on devrait absolument rejeter sa candidature? Il vous a dit quoi? Nous sommes aujourd'hui dans le ring. Hein? Non, il vous a dit quoi? La personne du parti au pouvoir, ça dit que parce que au lieu d'affronter le professeur Kamto, mieux on dit qu'ils ont triché. C'est-à-dire c'est un peu comme en football, vaut mieux un carton rouge et un penalty que de laisser le joueur aller. Parce que le penalty, on peut le rater. Voilà, donc c'est un peu ce genre de calcul. Moi, je n'étais pas surpris. Je m'y attendais. Et justement, le gouvernement n'a pas de scrupule pour ce que vous pouvez penser, parce que sa suspension était grotesque. Oui, c'était grotesque, c'est même pas la loi, c'est vraiment grotesque, c'est-à-dire c'est un peu comme en football, un tacle inutile, irrégulier, etc. Et ce qui m'attriste, vraiment m'attriste, c'était le jeu de M. Yebga, mais qu'il fût là ou pas, on devait toujours le faire. Donc, nous sommes à la fin de cette émission, Monsieur Cuissu, un mot pour la jeunesse qui vous regarde. Oui, tout à l'heure on a parlé de l'oisiveté. Il faut que la jeunesse sache, c'est difficile pour eux en fait. C'est difficile pour eux parce qu'on ne leur montre pas des exemples. On ne leur montre pas des exemples. Figurez-vous qu'il n'y a pas... vous voyez, M. Kaji est décédé, M. Fosso Vito est décédé, Tebela sont partis. Ils n'ont pas d'interview vidéo. Ils n'ont pas. Notiobo est parti, il n'y a pas une vidéo où ils racontent leur parcours. Et dans leur parcours, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Et c'est dans le travail que la chance vient. Ou si vous voulez, la providence ou le hasard, ça dépend de nos croyances. Donc, quand je dis qu'on ne les célèbre pas, même Etofis là, il n'y a pas une émission où il raconte son parcours. C'est-à-dire que chacun connaît son parcours à travers de quelques articles. Tu es né où, tu as joué où, tu as grandi, quelles sont les personnes clés dans ton parcours. Il n'y a pas tout ça. Et ce qui fait que dans les jeunes, ont le narratif des influenceuses qui se maquillent, je vous conseille ce produit. Non, il n'y a pas quelqu'un qui dit j'ai passé 5 heures à lire des livres, j'ai passé des nuits blanches à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ce genre de langage. Des success stories. Oui, il n'y a pas. Pourtant, ils sont nombreux. Donc, moi, quand j'étais directeur de chaîne télé, je me battais pour qu'il y ait ce genre de choses. Il y a des personnalités, des gouverneurs qui sont partis. Monsieur Mouafouki était gouverneur du Centre-Sud pendant 20 ans. Il n'a rien laissé. Donc, les jeunes sont omnubilés par des influenceurs, des personnes qui n'ont pas... on parlait tout à l'heure d'Elimbi. Regardez quelqu'un que les gens suivent. Voilà. Donc, il y a plein comme ça. Donc, il y a un problème. Il faut célébrer. Or, la politique a besoin de faire en sorte que les lumières, les gens qui brillent, ne brillent pas. Dans l'université, on les éteint. Dans l'avocature, on les éteint. Dans l'église, on les éteint. Dans le sport, on les éteint. Ce qui fait que comment je vais dire, c'est l'incompétence qu'on célèbre. On peut vendre le sac de ciment à 16 500 francs. Personne n'est interrogé. Le gars qui te parle, il est en veste cravate. Quand je dis qu'on ne célèbre pas les réussites, ce n'est pas normal que un concert d'André Marietta là, il y a des gens qui méritent qu'on s'arrête
pour les promouvoir et pour que les jeunes en fassent des repères. Tout à l'heure, on parlait de Zidane. En France, il est respecté. Il est respecté. Chez nous, combien d'anciens lions sont respectés? Quand on fait le ballon d'or, il y a combien d'anciens lions qui sont là? Il y a les influenceuses. Comment vous voulez pas que les jeunes les copient? On ne peut pas faire un segment de ballon d'or. Doumbeleya est là, Ekoulé est là, Mangongene est à Yaoundé, Jean-Pierre Kono à Yaoundé. Ils sont tous là. On ne les invite pas. On invite les vendeurs de tarot, les vendeurs de tissus. C'est un arrivement en retard. C'est un arrivement en retard. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais quand vous allez ailleurs, quand vous voyez comment Yannick Noah est respecté en France. Plusieurs années, personnalité préférée des Français. Je crois qu'il y a encore. Oui. Donc, vous voyez, ailleurs, on célèbre. Vous voyez Barack Obama recevoir des personnalités. Mais chez nous, regardez comment on célèbre Ngannou, on célèbre Mbind, on célèbre Siankam. Alors que là où ils jouent, ils sont au sommet. Ils sont au sommet. Normalement, vous qui devez arriver ici, on devait les chercher à l'aéroport. Donc, bref, les jeunes n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Et nous aussi, la société, on ne cultive pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les prix des meilleurs élèves. On ne célèbre plus. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il y a des success stories comme Bodjiko qui nous donnent la parole. Les banques camerounaises, CCA et Afri mention des véritables success stories. Qui nous donne la parole? Personne. On a plein d'agrégés. L'université de Toulouse est dirigée par un Camerounais. Le vice-recteur de l'université de Toronto, c'est un Camerounais. Je ne peux en citer. En Angleterre, en Allemagne, on répertorie 5000 ingénieurs camerounais. 5000. En France, on parle de dizaines de milliers de médecins. Il y a plein de choses, mais on ne célèbre jamais. Moi, j'étais au Maroc. Au Maroc, à l'aéroport, ils importent des Marocains de l'étranger. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous sentez qu'on vous respecte. Regardez ce qu'on leur fait à l'aéroport. La double nationalité. Vous payez 110 000 pour aller chez vous. Il y a tellement d'incongruités, tellement de choses à faire qui font que les jeunes vont se perdre. Amen. Maintenant, on va se livrer un petit jeu. Bien, que pensez-vous du ministre Atangandi? Je pense qu'il est en mission. En mission, envoyé en mission par qui? Le chef d'État? Non, pas le régime, parce qu'il est en mission, parce que normalement, dans un système politique, généralement, le ministre de l'Intérieur, c'est la deuxième ou troisième personnalité d'un parti politique, d'un système, mais il n'est pas au top. Il est en mission, et le ministre de l'Intérieur, vous savez, j'ai un papa qui était préfet. Donc, ils avaient une haute idée du ministre de l'Intérieur. C'était le patron de la préfectorale. Vous vous imaginez que si vous commandez 360 sous-préfets, 158 préfets et 10 gouverneurs, il vous faut avoir de l'étoffe. Il faut avoir de la hauteur. Et je ne pense pas que nous avons ça. Cabral Libi? J'ai dit tout à l'heure qu'il a beaucoup d'ambition, il a beaucoup de volonté, mais je pense que sa politique est inopérante. Inopérante, professeur Maurice Kamto. Je pense que c'est le deuxième nom de l'intégrité, du courage, les valeurs justement dont nous parlons, de travail. C'est un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui, tout son parcours, a travaillé à avoir une intégrité. On a dit qu'il avait fait 14 milliards de ceci, ça s'est estompé tout seul. On a dit ceci, on a dit cela. Et je pense qu'il confirme que l'école est bien, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que lorsque vous avez des valeurs, lorsque vous avez une valeur, lorsque vous avez de la compétence, tout ce qu'on peut dire dehors, vous restez focus sur votre projet. Et c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous de rester focus sur votre projet. Vous voyez, il est arrivé au point où son silence parle. Quand vous arrivez à ce point-là, c'est que vous avez dépassé tout le monde, quoi. Le pasteur Dionodo Kandem. Dionodo Kandem, c'est quelqu'un qui était dans mon église, l'église évangélique de Cameroun. Mais c'est le général de Dieu, hein? C'est le général de Dieu. Oui, mais ces derniers sorties m'ont fait comprendre que c'est une distraction. Une distraction. Je n'ai rien contre le fait qu'il soit pasteur, comme je vous ai dit, personne n'a le monopole de la foi. Mais lorsque ça devient spectaculaire, moi, ça me pose problème. Bon, on est à la fin de cette émission. Merci de nous avoir acceptés ici. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.